Par la fenêtre de son bureau ocre fiente, le professeur Gaston Montblanc, cancérologue du Tout-Paris, contemplait en frémissant mais sans bander les infirmières du service de nuit des EVB tortiller du cuivre à la cantine du petit personnel pour y subir le casse-croûte de nuit. Les 117 coups de minuit venaient de retentir à la grande horloge énervée dont le cadran électronique octogonal en téflon non cancérigène ornait le fronton futuriste de l'Institut Pierre et Marie Poulet-aux-Curies de Villecrouille. Les EVB, l'euthanasie vite fait bien fait, étaient l'orgueil de Gaston Montblanc. Au crépuscule d'une vie d'ascète escarlapien, tout entière consacrée à soulager les souffrances des anciens du cours Simon, nominés pour les 7 d'or, il avait découvert, après des nuits entières de chevet des comètes du gratin, que ceux-ci ne souffraient plus dès qu'ils étaient morts. Partant de ce principe simple, il consulit les révolutionnaires de finir lui-même ses patients par infection intraveineuse de jus d'amanite phalloïde. Déjà minuit, je vais rater le final du Crazy Horse Saloon où Zézette Paraboum, la stripteaseuse leucémique des folles nuits parisiennes, a tant besoin de mon réconfort, soupira Gaston Montblanc en enfilant son Loden de chez Kenzo sur sa blouse de l'assistance publique. Il allait quitter le bureau quand le téléphone sonna avec une telle insistance que le professeur se demanda si ce n'était pas un coup de fil. Allô Montblanc ? Lui-même. Tu ferais bien de surveiller ta face nord. Le mystérieux correspondant raccrocha. C'était une voix d'homme, à en juger par cette tessiture, plus évocatrice de Chaliapine que de Jane Birkouille. De pâle qu'il était, le professeur Montblanc blêmit. 8 jours plus tôt, dans le cabinet de chez Castel, il s'était fait déflorer la face sud par un nouveau philosophe séropositif, dont la zigounette et les opinions de gauche étaient bien connues des sommités mondaines coutumières des toilettes pour hommes de ce haut lieu culturel, dont le pied de porte-pané n'arrive cependant pas à la cheville du pied de veau de chez Beaufinger. Et Montblanc, c'est du poulet soliloqua bravement le professeur. Un aigle de sa trempe n'était pas homme à se laisser impressionner par un corbeau. Il en avait vu d'autres. Résistant de la première heure, il avait trouvé des moris avec Jean-Pierre Chabrol dans le maquis Cévenol en octobre 1943, au nez à la barbe de l'occupant qui, soyons justes, préférait les pommes de terre. Montblanc éteignit la lampe halogène ultra sophistiquée que lui avait offert la princesse Stéphanie, qui devait malheureusement réchapper d'un cancer des cordes vocales en 1987. Il s'enfila 2 chewing-gums au steamroll sous la prothèse, tira la porte derrière lui, et s'enfonça dans la nuit, non sans avoir préalablement effectué 2 petites EVB sur une paire d'increvables du 3e âge, de toute façon condamnés avant les Jeux Olympiques de 1992. La brute périgourdine grimée en policier monté canadien qui montait la garde devant le Crazy Horse Saloon depuis les années Pompidou, se mit au garde à vous en reconnaissant la frêle silhouette tourmentée de Gaston Montblanc. Expert en zapping aux heures creuses, le cerbère nocturne avait eu maintes fois l'occasion d'entrevoir le sémillant chimiothérapeute sur TF1, Antenne 2, FR3, Canal+, La 5 ou M6, ou en tant que président de l'ordre des médecins télégéniques, il n'hésitait pas à prendre sur ses heures de consultation pour venir montrer son bon profil et son dernier livre émouvant dans les émissions de variété. Je pourrais pas avoir un ou deux autographes, s'enquit discrètement le gorille. C'est pas pour moi, c'est pour ma belle-fille qui fait collection, ajouta-t-il en souriant. Décidément, je ne suis pas n'importe qui, se dit Montblanc, oubliant soudain, dans un légitime sentiment d'autosatisfaction, la lourde menace qui pesait sur lui. Alors que Montblanc rangeait son stylo du même nom, une créature de rêve, belle comme une séquence porno dans une pub de Dim, sortit seule du cabaret. Le portier annonça « C'est une fille à suivre ?» suggère Montblanc. « Oserais-je vous accompagner un bout de chemin dans la froideur hostile de cette nuit sans lune ?» s'enquit Gaston, en emboîtant le pas élastique de la belle inconnue, dont les hanches, je ne te raconte pas l'ondulance. « Mais, Vichnou me plurimanipule, ne seriez-vous pas l'illustre professeur Gaston Montblanc, père incontesté de l'euthanasie vite fait bien fait ?» s'extasie la jeune femme d'une voix de gorge profonde, à entonner tout cru des concombres argentins. En vérité, je vous le dis, c'est bien moi, admit Gaston, avec la touchante simplicité, qui lui avait ouvert les portes et le cœur des généreux humanistes de la gauche caviar, tendance beluga de la banlieue ouest. Ça alors, quelle coïncidence, gloussa l'éblouissante. Figurez-vous que je ne suis autre que Colochine de Lattre de Tassigny, ex-fourgueuse de canigou déclassée au restaurant du cœur et ancienne infirmière à EVB sans frontières. Je ne puis le croire. C'est vous ? Vous qui avez perdu un œil à Beyrouth en voulant euthanasier des affamés récalcitrants ? Pute de borgne, soupira-t-il. Si on allait s'en jeter un, suggéra Gaston. S'en jeter un, dans le jargon du métier, ô combien punique des promoteurs de l'EVB, cela consistait à balancer un souffreteux de passage par-dessus le pont de l'Alma pour l'éviter des souffrances à venir d'ici l'an 2000. Je ne suis pas contre, mais je souffre trop, soupira la jeune femme dont les traits, tirés eux aussi, traduisaient en effet quelque indicible douleur. J'ai mal à mon creux palpité, ajouta-t-elle un ton en dessous. Eh bien, allons chez vous afin que je vous examine, décida fermement Gaston, qui ne se séparait jamais de sa trousse à rebouteux diplômé. Les creux, ça rigole pas, grommela-t-il mystérieusement. C'est que je ne vis pas seul, soupira Coluchine. Gaston laissa fuser un ah de déception. Sans en avoir formulé ouvertement le désir, il est évident qu'il avait en tête et ailleurs l'idée saumâtre mais bien compréhensible, chez un homme de science normalement membré, de pousser plus haut l'auscultation une fois pensé le genou souffreteux.
Je me doute bien qu'une douce et aimante jeune fille, aussi bien foutue que vous, ne doit pas manquer en son lit de quelques princes charmants habiles à la tringlette, admit-il, beau joueur. Vous vous méprenez, professeur, s'écria la créature troublante quoique énucléée, en laissant éclater dans l'air pur de la nuit un rire de pur cristal en dessous de 40% d'oxyde de plomb c'eût été du verre ordinaire. Certes, je vis avec un homme, mais il s'agit de mon frère. Gaston Montblanc soupira d'aise. Son regard, le regard douloureux de ceux qui ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, s'illumina d'une lueur d'espoir. Ainsi, la douce jeune fille n'avait pas présentement de fiancé de style concubinatoire. Mon frère n'est pas n'importe qui, précisa-t-elle. C'est Jean-Paul Belmont-Ventre, le quinquagénaire volant des films d'hélicoptère. Ce sera pour moi un grand honneur que de faire sa connaissance, s'écria le professeur. La fréquentation assidue des acteurs, des actrices et des animateurs de télé était indispensable à son équilibre psychique, pour faire en quelque sorte contrepoids à celle, beaucoup plus astreignante, des incurables grincheux qui constituaient le gros de sa clientèle. Eh bien soit, allons chez moi, conclut la glamoureuse bienfaitrice tout-terrain, en glissant prestement son bras gracile sous celui de Gaston Montblanc, beaucoup plus velu, mais ça ne se voyait pas sous son veston en pure laine vierge de chez Smalto, lavage à sec exclusivement. Le modeste 14 pièces des Belmont-Ventre, à Passy, respirait l'aisance discrète qui sied aux gens de goût. Quelques petits Modigliani cachaient habilement la tapisserie d'Aubusson tendue au mur du séjour. Jean-Paul Belmont-Ventre, son noble corps de prince pirate pré-prostatique calé sur les coussins d'un racamier de style fin Giscard début tonton, parcourait d'un œil là le scénario du prochain Godard, le marginal est dans le camion. Gaston fut infiniment troublé à la vue de ce garçon dont le regard séro-négatif pétait de santé. D'emblée, il ressentit pour lui un trouble étrange qui allait bien au-delà de la simple sympathie qui vous prend à la rencontre d'un garçon bien moyen. De son côté, la brute ne put contenir un frisson subombilical en croisant le regard nimbé de pontifiante bonté de Super Toubib. L'ange duveté de l'amour venait de tisser entre ces deux hommes la toile filocheuse de la plus irrépressible passion. Professeur, venez donc dans ma chambre que je vous montre ce creux palpité dont je souffre depuis le chapitre 4 ou 5, supplia Coluchine. La sommité stéthoscopique avait du mal à détourner son regard de celui du célèbre casse-brique occidental. Déshabillez-vous, dites 33, j'arrive, bredouilla-t-il, en s'efforçant de s'adresser à la jeune femme plutôt qu'à son frère. La parpante infirmière ôta son coulant, troussa sa jupette et s'allongea sur son lit, offrant au médecin le spectacle affriolant d'une paire de cuisses pratiquement pas poilues. Gaston Montblanc chaussa ses lunettes Christian Dior de vieux beau presbyte et se pencha sur l'arrière du genou douloureux de Coluchine. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un affreux hématome, dit-il. Ça me revient, j'ai dû me cogner le creux palpité en reculant dans le vase Ming en porcelaine de Limoges que Jean-Paul m'avait rapporté du tournage de Hiroshima mon bébel. Ah, que j'ai mal, Gaston. Vous permettez que je vous appelle Gaston? Vous laissez souffrir ainsi, ce serait de l'acharnement thérapeutique, ma pauvre enfant. Je sais où est mon devoir. Je vais vous euthanasier vite fait bien fait. Lors, s'emparant d'une copie en bouillie armée du buste de Néfertiti du Louvre qui trônait sur la cheminée, il fracassa le crâne de la pauvre infirmière, qui mourut sans crier gare, ni héliport, ni rien. Dans le séjour, Jean-Paul Belmont-Ventre s'était assoupi dans son récamier, au bord duquel Gaston posa d'une part son petit derrière sec de chercheur rompu aux duretés des tabourets d'hôpitaux, et d'autre part, un nouveau regard vers l'avenir.